Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Thomas Mann. Félix Krull, roman picaresque. Critique littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Pierre Wolfcarius, Jacques Borel. S'écrire, s'écrier, les mots à l'image immédiate de l'émotion 2010. Myriam Bendhifsyllas, Genet Proust, Chemin croisé 2010. Aude Michard, Claude Simon, La question du lieu 2010. Amel Féniche Fakfar, Fawzia Zouari, L'écriture de l'exil 2010. Mahabadr, Georges Chéadé ou La poésie du réel, 2010. Robert Smadja, De la littérature à la philosophie du sujet, 2010. Anna-Marie Nahlovsky, La femme au livre. Itinéraire d'une reconstruction de soi dans les relais d'écriture romanesque, les écrivaines algériennes de la langue française, 2010. Marie-Rose AbomomaURIN, Chicaya ou l'éternelle quête de l'humanité de l'homme, 2010. Emmanuel Rousselot, Ostinato, Louis-René Desforêts. L'écriture comme lutte, 2010. Constantin Frossin, L'autre Sioran, 2010. Jacques Voisine, Au tournant des Lumières, 1760 à 1820 et autres études, 2010. Karine Benacgiroux, L'inconstance dans la comédie du XVIIIe siècle, 2010. Christophe Désiré Atangana Kuna, La symbolique de l'immigré dans le roman francophone contemporain, 2010. Agatha SylwestrzakWSZelaki, Andrei Makin, L'identité problématique, 2010. Denis Semeyer, Monde flottant. La médiation culturelle du Japon de Kiku Yamata, 2009. Patrick Mathieu, Proust une question de vision, 2009. Arlette Chemin, texte réuni par Littérature Monde francophone en mutation, 2009. Piotr SniedzieWSKI, Mallarmé et Norwid, Le silence et la modernité poétique en France et en Pologne, 2009. Raymond Perrin, Rimbaud, Un Pierrot dans l'embêtement blanc. Lecture de la lettre de Gênes de 1878, 2009. Introduction. En France, vers 1880, grâce à des gens comme de Vaugue, on a commencé à prendre connaissance des littératures étrangères. Plus tard, avec Marcel Schwob, ami d'Octave Mirbeau, et à la veille de la guerre de 14, grâce en particulier à Gide. Les œuvres traduites affluent parce que les romanciers étrangers, Dostoïevski, Tolstoï, Thomas Mann, René Maria Rilke, Conrad, Knut Hamsun, Miguel de Unamuno, Pirandello, et redécouvert Jean-Paul Richter I, sont, à la différence de la plupart des Français capables de faire vivre des individus. Et chez beaucoup d'auteurs étrangers, les lecteurs français trouvaient des invites à dépasser le dogme de l'étroite observation. Mirbeau parle de la myopie naturaliste 3, d'un réel déifié et à faire accéder le récit à un second degré poétique, métapsychique, dira Gabriel Marcel IV en 1927 que trouvait Edmond Jaloux V dans La Montagne Magique 6 par exemple. Le loustic. Avec les confessions du chevalier d'industrie Félix Krull 7, Thomas Mann tient son roman picaresque, de Picaro égale Gueux. Or nous semble-t-il, derrière le visage du Picaro se profile la figure mythique d'Hermès. En 1947, lettre du 10 octobre, l'écrivain se propose de développer le fragment de Félix Krull 1927 en un roman picaresque. Que diriez-vous, écrit-il à Hermanès, le 25 novembre 1947, si je tirais du fragment de Félix Krull un vrai roman picaresque 8 pour me divertir sur mes vieux jours? Il s'agirait d'un shellman roman, d'un roman de coquin neuf, d'homme sans scrupules qui vit d'expédients et d'escroqueries, d'un loustic narquois, non exempt en conséquence d'humour corrosif. Noblesse à rebours du Picaro, qui jette un regard critique sur les aspects dérisoires de la vie quotidienne. Le page. Nous voudrions réfléchir à la manière dont l'écrivain allemand utilise les éléments fondamentaux de la matière picaresque qui nous semblent être les suivants. Déracinement du gueux, poussé par la nécessité, en état de perpétuelle dépendance pour assurer sa matérielle, ce qui entraîne son errance à travers le monde, la perte de son innocence enfantine, l'identification au milieu, en particulier ancillaire, dans le cas de Félix, Groom, page 317, liftier, page 172, voiturier, page
Mais malgré l'étymologie du mot, le Picaro a été identifié de bonne heure au serviteur 10. Pour se faire une place au soleil, le Picaro adopte un comportement déviant, le tout mêlé à la dénonciation 11, souvent caricaturale, du mensonge social, de l'hypocrisie universelle et de la non moins universelle corruption qui interdit à la personnalité de retrouver la jouissance d'elle-même. On deviendrait escroc à moins. La mise en accusation coutumière de la société bourgeoise n'exclut pas la reconnaissance par le gueux de ses propres fautes et aveuglements. C'est ainsi que Lazarillo se plaît à raconter ses enfantillages, pour montrer quelle grande vertu il est de s'élever quand on est de basse extraction. 12. Et Félix, ce que j'ai à dire se composant de mes expériences, erreurs et passions les plus personnelles et directes, mon doute aurait tout au plus trait au rythme et à la qualité de mon mode d'expression. Page 9. Guzman de Alfarache se reproche de n'avoir pas su entendre le message d'amour qu'un prêtre lui a transmis, tandis que, incapable de dominer ses mauvais instincts, il allait se jeter dans le piège du monde. Les mystifications auxquelles s'adonne le Picaro sont destinées à démystifier. PICARISME. Les dessins de Th. Mann rejoignent ceux des auteurs des textes fondateurs du picarisme. Guzman de Alfarache, 1599 à 1604, de Matteo Aleman, et avant cette œuvre, La vie de Lazarillo de Tormes, 1553, de Diego Hurtado Mendoza. Le roman picaresque marque un moment du développement historique de la création romanesque. Seulement moi ? Miroir du monde, mais aussi de soi, le roman picaresque s'apparente au roman de formation. Le héros découvre à ses actes et en se penchant sur son passé à l'automne de sa vie sa véritable nature. Dans les loisirs de ma retraite, au moment où je prends la plume pour noter mes souvenirs, sains de corps, mais là, bien là, de sorte que mon récit avancera par petites étapes avec de fréquentes interruptions, un scrupule fugitif me vient, page 9. Le genre picaresque a donc partie liée avec l'autobiographie. Il est à la jonction entre le romanesque 13 et le roman de l'individu. Poursuivant en 1951, la rédaction des Confessions de Félix Krull, Thomas Mann parle d'ambition têtue 14. Désireuse de maintenir la cohésion de sa vie en dépit du monde, qui si on le laissait faire mettrait tout en pièces et en morceaux. 15-30 mars. Mais la pente est rude. La question se pose souvent, à quoi rime cette extravagance, il me semble que ça n'a pas de véritable background. 20 mai 1951. En 1952, 28 avril, il estime qu'il n'aurait jamais dû se lancer dans une aventure comme Félix Krull. À aucun égard, ni par son sujet ni par ses exigences, ce n'est une tâche de mon âge. Pan-érotisme et larcin de bijoux, sont-ce là des plaisanteries auxquelles consacrer les années avancées de sa vie ? Proté. Le père de Lazarillo fut accusé de certaines saignées malicieusement faites au sac de ceux qui venaient moudre au moulin. Page 89. Issu d'un milieu petit bourgeois qui ne déteste pas l'orgie, orphelin d'un père failli 16, coupé de ses racines, obligé de quitter son pays natal, Félix Krull, dont l'enfance fut presque innocente 17, va de place en place, 36 métiers, 36 occasions de se frotter à la gent humaine mais aussi partant de perdre son âme, et parvient grâce sa participation à une imposture à servir de doublure à un marquis. Scipion devient l'alter ego de Gil Blas de Santillane. Du premier moment qu'il vint s'offrir au service de Gilles, Scipion lui plut et ce dernier sentit pour Gilles une amitié qu'il n'avait jamais eue pour aucun maître. Il faut qu'ils soient nés l'un et l'autre sous la balance ou sous les Gémeaux qui sont, à ce qu'on dit, deux constellations qui unissent les hommes. On comprend donc que, après le zèle que Scipion avait fait paraître, je ne pouvais plus voir en lui qu'un autre moi-même. Ainsi plus de subordination entre Gil Blas et son secrétaire. Plus de façon entre eux. Ils chambrèrent ensemble et n'eurent qu'un lit et une table 18. Comme Scipion, Félix Krull s'identifiera à celui qu'il sert. Au long des épisodes qui se multiplient, mais qui n'entament pas l'unité des constats du témoin 19, le hasard jouant le rôle du déterminisme, notre Proté ne subit pas d'altération psychologique. Félix, le héros narrateur, parsème le texte d'indices annonciateurs, non pas du dénouement puisque l'œuvre est inachevée, mais qui permettent d'imaginer la suite, d'envisager le parcours de Félix comme le déroulement d'un processus d'individuation et d'assister à l'invention de l'auteur. 20. Esthète. Qu'on y prenne garde, qu'il s'agisse de menus larcins ou d'entreprises galantes, Félix prend soin de préciser qu'il obéit à des impératifs qui n'ont rien à voir avec le vol ou la débauche.
Félix franchit allègrement, à la différence de Christian Buddenbrock, les limites des convenances bourgeoises. Dès l'enfance, il commet des larcins, péchés véniels. Car s'il vole, c'est le verbe qu'emploie le vulgaire confère le personnage de Scapin, des friandises, c'est en raison de leur excellente qualité, marchandises de rêve. Plus tard, c'est la même préoccupation du qualitatif qui le conduira à voler des bijoux. Il ne s'agit pas pour lui de se procurer par quelque supercherie le bien-être matériel. L'argent n'est qu'un préalable ou un préliminaire. Escroc, il peut mener une vie en conformité avec son imagination, imposer à la vie l'image de lui-même née de son imaginaire. L'idée de la grande supercherie ou imposture, comme on voudra la nommer, ne vient pas de lui, page 271, même si la double vie menée par Félix, il simule dans les palaces la vie d'un gentleman 21, page 263, joue un rôle déterminant dans la proposition de Vénosta. Et c'est tout à son honneur. Il pense à offrir 12 000 francs au marquis, produit il est vrai de l'affaire Hupflet-Philibert, pour lui permettre de rester à Paris. N'a-t-il pas bénéficié d'une éducation soignée dès le berceau, entendant par là qu'il est issu d'une maison bourgeoise raffinée, encore que de mœurs dissolues, page 9 ? Toutefois, Félix juge nécessaire de préciser que la légèreté de son père s'accompagna toujours d'une certaine grâce qui faisait presque entièrement défaut à sa mère et sa sœur, page 23. Il est de très tendre intimité avec son parrain Schimmelprester, artiste fort apprécié, page 10, qui, précision utile, conserva jusqu'à la fin la faveur des dames. Le maître de Lazarillo gagne plus en un mois que 100 aveugles. Tout le monde était à ses trousses, spécialement les femmes qui gobaient tout ce qu'il disait, 22. Félix compte sur son don inné, toute sa vie de fraude l'atteste, de ce qu'il appelle la bonne forme, à présent qu'il va faire figure d'écrivain, page 10. Il se présente comme un esthète aux goûts aristocratiques qu'il satisfera en devenant le marquis Vénosta, peut-être plus vrai que lui parce que composé par étude, page 398. Vénosta reconnaît que la plupart des hommes de sa classe sont d'élégants dadais, et pas même toujours charmants, et se dit persuadé que, au bois, Félix éclipserait tous les cavaliers, page 267. La reconnaissance de ses talents ne lui enfle pas la tête. Même s'il comprend que ses expériences et ses rêveries sont propres à le différencier des autres, il accorde grande importance aux choses et aux êtres, et s'assure ainsi qu'ils lui sauront gré de son opinion flatteuse. En outre, ses pensées, son comportement s'imprégneront d'un sérieux, d'une passion, d'un sentiment de responsabilité, qui pourront le conduire aux réussites et aux exploits les plus insignes, page 20. Ce qu'il vise, c'est ce qu'il appelle la grande joie, pp 312 à 313, non les plaisirs faciles. Curieux Picaro. Modèle S. La notion de modèle suppose la référence consciente à des objets littéraires. Ces rapprochements permettent de mesurer les libertés prises avec le roman picaresque tel que le définit l'histoire littéraire officielle. La déconstruction des formes du roman 23, entreprise par les auteurs picaresques, est elle-même contestée par Thomas Mann. Mais ce dernier partage avec les picaresques l'ironie que leur reprochent assez les moralistes, critiquant leur refus de réfléchir aux circonstances historiques et sociales de leur siècle. Reprenant le fragment de Félix Krull, Thomas Mann, s'il se propose bien de le développer en un roman moderne, entend que l'action se déroule au temps des équipages, et affirme que le comique lui semble salutaire 24. En 1948, 6 novembre, Thomas Mann écrit « Si je vis et que je conserve mes forces, je leur assènerai encore Félix Krull qui ne consiste qu'en frasque 25, pour qu'il cesse enfin de voir en moi un pondreau philosophé. » Le style de Krull devient sa langue. Je cherche à me distraire dans ses amusements pour oublier 26 les soucis et les tracas de la vie, 11 mars 1951. Certes, Félix n'est pas Faustus, mais Thomas Mann se livre à une réécriture personnelle où se reflète une vision originale du monde. Le Capitaine Fracasse. Le chef-d'œuvre de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1861-1863, se caractérise par le recul historique. L'auteur reprend l'idée de Scarron qui était dans son roman comique 27, première partie 1657, roman romanesque 28, de faire évoluer une troupe de pittoresques comédiens ambulants dans un monde de provinciaux représentés sous les traits les plus burlesques 29. Dans ce roman d'auberge, parodie des compositions héroïques d'alors, c'est le coup de poing que l'on a facile. Roman, galant et burlesque, humoristique de surcroît, où l'auteur intervient pour faire participer le lecteur à l'écriture.
La scène et la vie. Chez Gautier aussi, les comédiens jouent leur vie et vivent leur jeu. À la scène, le baron de Sigognac, sous le nom de capitaine Fracasse, va remplacer le défunt Matamor, le tranche-montagne de la troupe. Faisons un rêve. La rencontre de Félix avec Rossa, native de Hongrie, présente un caractère de rêve auquel ne contribue pas peu le caractère exotique de la jeune femme et ses paroles et tournures de phrases qui glissent bizarrement au non-sens. Dans la chambre, à l'odeur du poêle de fonte surchauffé se mêlait le parfum lourd et fleuri des engins de beauté, et une lumière d'un rouge profond, atténué, coula de l'ampoule allumée, page 134. L'ingéniosité de la vie ne s'entend-elle pas à réaliser les rêves de notre enfance, à les faire passer en quelque sorte de l'état nébuleux à un état concret. Page 287. Devenir le valet de chambre d'un lord, très peu pour Félix. Un instinct très sûr s'insurgeait en moi contre la perspective d'une réalité qui par surcroît était de mauvais aloi. Cet instinct prenait parti pour le libre rêve, le jeu créé par moi et dû à ma seule faveur, c'est-à-dire aux faveurs de l'imagination. Page 250. Les joies de l'incognito qu'il goûte à présent qu'il continue d'exercer pour un temps son métier ancillaire. Son imagination ne les avait-elle pas connues par anticipation à l'époque où, gamin, il avait décidé désincarner un prince de 18 ans dénommé Karl, sans que nul ne soupçonnât ma qualité? Jeu puéril autant que délicieux. Aujourd'hui que Karl s'incarne, Krull a comme qui dirait en poche les lettres de noblesse d'un comte palatin, page 286, dont il est devenu le double, page 354. La réalité, le flamboiement des Alpes et une chute d'eau par exemple, sont-ils plus qu'une image et un rêve, et aussi réels que beaux? Page 403. Tout est prétexte au rêve, à l'évasion, à l'éloignement des dures réalités et des souffrances du peuple, diront certains. Quant à Thomas Mann, il reconnaît bien volontiers que son intérêt va moins aux problèmes sociaux qu'aux questions esthétiques et psychologiques. 31. Thomas Mann fera du héros des Confessions un simulateur de première grandeur, bien propre à jouer son rôle dans l'humaine comédie. Enfant imaginatif, ses inspirations et ses inventions donnent aux siens force sujet d'amusement. Encore en jupon, il jouait volontiers à être l'empereur, Guillaume Ier, page 17. Il a tout lieu de se réjouir de l'indépendance de ses facultés d'invention. Un beau matin, Félix s'éveille bien décidé à incarner un prince de 18 ans nommé Karl et s'obstine à cette chimère toute la journée. Le mystère de sa royale existence le comble de bonheur, page 18. L'imagination, don magnifique, reine des facultés. Qui ne voit que, en remettant en question le recours au recul historique, on fait comme si les mythologèmes, interrogations de l'homme, n'étaient pas de tous les temps et que, conséquemment, un roman comme celui de Thomas Mann ou comme Le Capitaine Fracasse, roman de cap et d'épée, n'échappe pas aux racines anthropologiques de l'imaginaire dégagé par Gilbert Durand 32. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.